train de voir l'intérieur de la plante en plus, c'est bien. Comme ça, t'as une belle plante. Oui, on se demande en direct dans une république bananière et que tu vends des bananes. Je voulais t'en parler, mais... Ouais. Nous présentons aujourd'hui deux Daytona 4 chiffres, une Daytona 6263 et une Daytona 6265. La 6263 est de 84-85, donc c'est une toute dernière génération. Et le 6265 est une montre de 1972, première génération. Donc, très clairement, les Daytona 4 chiffres sont les Daytona, sont les montres que nous vendons, parmi les montres que nous vendons le plus dans le département vintage avec Fabrice. Ce sont les deux références qui ont la plus grande longévité. Le 6263 est sorti en 69, 6265 début 70. Alors, la différence est relativement simple entre le 6263 et le 6265, c'est que le 6265 a une lunette en acier, le 6263 a une lunette en bakélite. Il n'y a aucune autre différence entre le 6263 et le 6265, si ce n'est la lunette. Ce sont les mêmes bracelets, ce sont les mêmes poussoirs. Et schématiquement, on a dans les premières générations des T-Swiss T avec l'apparition des Sigma, donc T-Swiss T Sigma, 1970-1975, encore une fois schématiquement. On a eu une anecdote ou quelque chose d'assez anecdotique qui est en fait le Sigma Big Red, pendant peut-être un peu moins d'une année de production, à démontrer. Puis de 1975-76 à 1987, les Big Red, les fameux Big Red. Le cadran Sigma est un cadran qui se veut validé par l'AFNOR. En fait, c'est une association de marques qui avait été créée en Suisse et qui valide la qualité de l'or. Comme les index sont en or blanc, Audemars Piguet s'en est servi, Piaget s'en est servi, Patek Philippe s'en est servi. En fait, c'est simple, c'est de valider la qualité de l'or qui est utilisé pour la montre. C'est-à-dire que l'or n'est pas acheté n'importe où, il est sélectionné, l'alliage est étudié de près, c'est vraiment un gage de qualité, l'AFNOR. Alors les fameux Big Red dont on entend beaucoup parler, c'est ni plus ni moins donc, des cadrans qui ont été produits de 75 à 87 avec l'inscription Daytona en rouge au-dessus du compteur des 6 heures. Il y a une petite subtilité, il y a les floating Big Red qui sont plus éloignés du compteur de 6 heures que les Big Red qui ne sont pas floating. Voilà. Les différences de cadran sur un 62-63, 62-65, je dirais que c'est relativement, c'est inférieur à ce qu'on a pu voir sur les références précédentes. On va avoir Rolex Oyster Cosmograph sur les premières générations, avec deux petites nuances. On va avoir le Rolex Oyster Cosmograph, qui est assez élevé par rapport aux deux compteurs, et une autre version qui vient un petit peu après, qui va être Rolex Oyster Cosmograph, descendu sur le cadran et bien plus rapproché des deux compteurs de chrono. Maintenant, on va être sur des séries de T-Swiss T jusqu'au bout, avec quelques nuances avec certains modèles qui auront le Sigma. Et l'arrivée du Daytona rouge, c'est la première fois sur ces modèles, sur ces deux références, que le mot Daytona en fait apparaît, même s'il a déjà été présent sur des références précédentes. Donc c'est assez cadré comme évolution de cadran. Après, vous allez tomber sur les cadrans Paul Newman qui, eux, ont certaines spécificités. Mais sur les cadrans, on va dire, standards, on reste sur la même chose. Hormis les Paul Newman, il existe un cadran plus rare que les autres. C'est la toute première version du Rolex Oyster Cosmograph élevé, dont je parlais précédemment. En fait, il n'a été que sur la première version, et c'est la toute première distribution de cette référence. Et c'est un cadran qui vient avec les poussoirs MK0. Et c'est vraiment la première version du Oyster officiel, on va dire. Toutes les versions d'avant ayant été des prototypes et des essais. Par définition, Rolex a toujours eu une production importante, voire très importante, par rapport à d'autres marques horlogères. En revanche, effectivement,
les années 70 et les années 80, la production était plus limitée. Et si on parle des Daytona, 6.2.6.3, 6.2.6.5, on estime, et ça reste une estimation, à peu près 20 000 pièces produites sur 17 années. Donc c'est un chiffre qui est quand même assez limité. En termes de quantité de production sur ces deux références, 62-65, 62-63, bah, je serais un peu tenté de vous dire que le 62-63 est plus répandu puisqu'il a presque une année de plus que l'autre référence en termes de production. Donc si on prend la logique de fabrication de Rolex, je dirais le 62-63, il y en a peut-être un peu plus. Donc là, on est sur un modèle 62-65 qui est ma référence en fait préférée d'un point de vue design. Je préfère avoir une lunette en acier en ce qui me concerne. Après, c'est purement une question de goût. On est sur un cadran silver ici qui est relativement clair avec, comme le disait Cyril tout à l'heure, une très très belle patine sur les compteurs. En fait, la patine sur les compteurs, sur les T-Swiss-T et T-Swiss-T Sigma, au début, ça leur arrivait souvent de tourner un petit peu au marron ou d'avoir une sorte de gris anthracite. Et sur celle-ci, on a un petit peu des deux. Donc ça lui profère une caractéristique qui est assez intéressante et qui, d'un point de vue esthétique, pour moi, est franchement parfait. C'est vraiment une montre que j'apprécie. Après, vous avez une version bakélite du 6263 ici, qui est en fait, je dirais, la version la plus recherchée. C'est-à-dire que par expérience, et je pourrais presque même dire par enquête, hein, depuis des années, je sais que c'est le modèle le plus recherché, c'est la version bakélite. Pas qu'elle soit plus rare, mais bon, ça lui profère un design totalement différent et c'est vrai que ça lui donne un côté un peu plus sportif. Le brillant de la bakélite, surtout quand elle est dans un état parfait comme celle-ci, parce que la bakélite étant un matériau relativement fragile, hein, il arrive qu'avec la chaleur, le froid, que la bakélite se fonde. Et d'avoir une bakélite en aussi bon état que ce modèle, à mon sens, c'est vraiment quelque chose qui est devenu très très rare. Mon sujet de prédilection, les Daytona 6.2.6.3, 6.2.6.5 en or, qui ont été produits durant les mêmes années, c'est-à-dire, on se répète, 70, 87, version 6.2.6.3 avec la bakélite et 6.2.6.5. On a constaté en revanche que la production de 6.2.6.3 et 6.2.6.5 en or était contemporaine avec celle des productions en acier. À noter qu'il n'y a jamais eu, à ma connaissance en tout cas, de version or-acier. Il y a eu en revanche des versions de Daytona 4 chiffres certi. Voilà. Et donc ceci étant, pour les 6.2.6.3, 6.2.6.5 en or, une des spécificités sont les bracelets riftés, donc différents des bracelets Oyster en acier. Ça venait en deux configurations, la configuration cadran noir, compteur doré, et la configuration Sun, c'est-à-dire cadran doré avec les compteurs noirs. Modèle 62-63, 62-65 en or est plus rare, oui évidemment, parce qu'il y en a eu beaucoup moins qui ont été produites. Ils en produisaient environ, on va dire, pour dire quelque chose, 200 par an, ce qui fait quand même une grosse différence avec la production des modèles acier. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'à cette époque, le client pouvait demander quelques petites fantaisies sur sa montre et demander un bracelet différent, c'est-à-dire ni un Oyster ni un Jubilé, et arriver sur un bracelet plus avec le look Piaget et joaillerie, comme celui qui est au poignet de Cyril. Qui amène à la montre une petite différence qui pour moi est très très importante parce que cette configuration de bracelet sur cette montre, sur un 62-65, je trouve ça personnellement magnifique. Il y a un écart de prix entre un 6.2.6.3 et un 6.2.6.5 qui est inexplicable par la production des modèles. C'est plutôt une question de préférence de marché. Qui a tendance à pousser les prix des 6.2.6.3 un petit peu plus haut. Et pour dire quelque chose, il y a un différentiel entre 10 et 20% entre le 6.2.6.3 et le 6.2.6.5 à la faveur du 6.2.6.3.
Alors, il faut compter pour un 6-2-6-5 entre 70 et 90 000 euros et pour un 6-2-6-3 entre 90 000 et 110 000 euros. Bien évidemment, il y aura des modèles un peu plus chers pour chacune de ces deux références dans la mesure où il y a un facteur de rareté. Alors, pour les modèles en or, 6-2-6-5, il faut compter entre 150 et 180 000 euros et pour un 6-2-6-3 entre 180 et 220 000 euros et plus parfois sous certaines conditions.